tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui on va parler de mon voyage en train en Italie que j'ai fait au mois de septembre. Donc si tu ne le sais pas, je suis partie pendant 10 jours en voyage en Italie pendant le mois de septembre et d'ailleurs c'est un voyage que je devais faire exclusivement en train. Sauf que, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a eu un éboulement sur les voies de chemin de fer en Savoie entre la France et l'Italie. Et actuellement, les trains n'ont toujours pas repris et apparemment ça ne va pas reprendre avant le mois de juillet. Évidemment cet éboulement s'est passé genre 2 semaines et demie, 3 semaines avant que moi je parte. Donc forcément il a fallu trouver une solution de repli qui a été donc l'avion, en tout cas pour se rendre jusqu'en Italie. Mais une fois que j'étais sur place, je me suis déplacée qu'en train. Dans cette vidéo, je vais donc te parler de l'itinéraire, du budget, des logements, mes conseils pour organiser son propre voyage en train en Italie et je vais aussi répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur Instagram. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je te conseille de regarder la description parce que je mets toujours les timestamps de la vidéo si tu veux te rendre à un passage qui t'intéresse davantage ou si tu veux tout simplement aller voir tous les articles que j'ai déjà écrits sur l'Italie. Et donc on va commencer cette vidéo avec l'itinéraire. Et vu que je devais partir en Italie en train, et qu'en l'occurrence la ligne qui permet de faire France-Italie c'est la ligne Paris-Milan, et bien la première étape qu'on avait décidé pour ce voyage c'était Turin, parce que c'est un des arrêts qui est desservi par la ligne Paris-Milan. Et aussi que pour le coup c'était un peu une bonne occasion de découvrir la ville. Honnêtement c'était une très bonne découverte, même si c'est pas la ville la plus touristique d'Italie, il y avait quand même assez peu de monde donc c'est quand même plutôt agréable. Et pareil pour le climat, on avait des températures autour de 20 degrés à peu près. Bon, il a quand même plu genre 1 heure ou 2 sur tout notre séjour, mais au moins on crevait pas de chaud et la ville se découvre assez facilement à pied. Pour ce qui est des visites à faire sur place, je te conseille fortement d'aller visiter le musée du cinéma, mais aussi le musée de l'automobile qui, même si à la base tu ne connais rien de l'automobile, est quand même très intéressant. Et d'aller à la Piazzale Monte dei Cappuccini pour avoir vraiment un point de vue imprenable sur la ville de Turin. Après cette première étape à Turin, on est parti direction Florence où on a passé 2 jours complets. Techniquement, on a passé 3 jours et 4 nuits sur place. Mais sur les 3 jours qu'on avait sur place, il y a une journée qu'on a dédiée à la visite de Pise. Donc on avait vraiment que 2 jours pour visiter Florence. Et y a pas à dire, c'est magnifique, les bâtiments du centre historique sont dingues. Pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à Florence et que architecturalement parlant, c'est une ville qui en jette. Par contre, selon moi, la ville n'est pas du tout adaptée à la cohabitation entre les piétons et les véhicules. C'est-à-dire que dans le centre historique, les trottoirs sont petits, les rues sont étroites et en fait c'est pratique pour personne, que ce soit les piétons, les bus de la ville ou les voitures. Donc après je sais que le centre historique c'est une ZTL, donc c'est-à-dire une zone à trafic limité, ce qui veut dire qu'il y a quand même moins de voitures, il y a moins de véhicules que dans les autres parties de Florence qui ne sont pas des ZTL. Cependant, il y a quand même beaucoup de monde, que ce soit des piétons ou des voitures, et je pense que ça rend l'expérience pas très agréable pour personne. Après bon voilà, la ville elle est construite comme ça, je pense que c'est pas maintenant qu'on va la changer, surtout que ça serait dommage de changer genre je sais pas, l'architecture du centre de Florence évidemment, mais je pense que c'est quand même quelque chose à savoir parce que Florence, nous on y était au mois de septembre, donc c'est quand même la fin de la saison touristique et il y avait encore beaucoup de monde, donc vaut mieux le savoir parce que si tu t'attends à arriver à Florence et à être un peu tout seul, sache qu'il y aura quand même un peu de trafic piéton. Pour ce qui est à voir et à faire à Florence, je te conseille d'explorer les différents points de vue que tu peux avoir sur la ville de Florence, évidemment sur le Duomo parce qu'il y en a plusieurs. J'ai aussi adoré découvrir les jardins Boboli, me promener sur les rives de l'Arno, donc vraiment les quais qui longent l'Arno, et aussi le quartier de Santo Spirito de manière générale. Comme je disais, pendant les 3 jours où on était à Florence, on a fait un aller-retour sur une journée à Pise. Vu que Pise est situé à peu près 1h, 1h15 de train de Florence, c'était un peu dommage que de ne pas s'y rendre. Pour le coup, j'ai quand même trouvé que la ville était plutôt sympa, alors que je m'attendais vraiment à une ville sans intérêt, mis à part au niveau de la tour de Pise. C'était clairement une préconception de ma part, on peut le dire. Alors qu'en fait, il y a vraiment un centre historique qui est plutôt mignon, et puis il y a aussi une zone plus moderne, je dirais, plus commerciale, qui est quand même assez animée, et c'était assez sympa de s'y balader. Par contre, je trouve qu'une journée à Pise, c'est largement suffisant, à moins de vouloir visiter tous les musées de la ville. Je trouve qu'en quelques heures sur place, on a fait le tour. Après, bien évidemment, il y a forcément des choses à voir et à faire, donc je ne peux que te conseiller d'aller bien sûr voir la tour de Pise. Je te conseille aussi de faire le tour des murs de Pise, donc c'est les remparts en fait des anciennes fortifications qui font le tour d'une partie de la ville. Et je te conseille aussi de te balader dans les petites rues du centre historique qui sont vraiment sympas. Pour la 4e étape de ce voyage, on s'est arrêté dans la capitale gastronomique de l'Italie, c'est-à-dire Bologne. Et alors là, je suis complètement d'accord parce que c'est là où on a le mieux mangé. Et il faut savoir que pour moi, la bouffe, que ce soit pendant un voyage en Italie ou pendant n'importe quel voyage, c'est extrêmement important, ça fait complètement partie du voyage. Donc j'ai été ravie
de la bouffe à Bologne. Et j'ai aussi adoré la ville, pas juste sur le côté nourriture, mais parce que c'est une ville qui est très vivante, qui est très animée et qui pourtant était quand même moins touristique de Florence, donc on venait de quitter genre quelques heures avant. Le centre historique est beau, c'est facile de s'y balader à pied, je trouve que la ville est assez bien desservie en transport en commun. Au bout d'un moment on a dû prendre le bus et le tram pour pouvoir se rendre à un parc qu'on avait envie de visiter et franchement ça se fait hyper facilement. Et mis à part ça, il y a aussi beaucoup de marchés couverts et de musées intéressants, donc je trouve que ça donne vraiment une atmosphère à la ville assez sympa. En termes de visites à faire, j'ai adoré le musée d'histoire de Bologne que j'ai trouvé super informatif, vraiment complet en termes d'infos et en plus on était tout seul, et ça c'est toujours un plus. Et j'ai beaucoup aimé aussi le parc Margherita Bologna qui est vraiment genre leur petit Central Park local, tu vois. Bien évidemment, ça n'a pas du tout ni la tête ni la taille de Central Park, mais c'est un parc qui est quand même assez grand et vraiment reposant, qui est situé au sud de la ville et où moi j'ai bien aimé me balader. Et enfin, pour la dernière étape de ce voyage, on est arrivé à Milan où on est resté qu'une journée. En fait, à la base, on devait pas aller à Milan. Après Bologne, on était censé reprendre le train jusqu'à Turin pour dormir une dernière nuit à Turin, puis reprendre le train de Turin jusqu'à Paris, donc dans l'autre sens, pour pouvoir rentrer en France. Donc évidemment, avec ces histoires d'éboulements, de trains annulés et tout ça, en fait, l'aller-retour en avion qu'on a pris, c'était un Paris-Milan. Donc évidemment, il fallait que notre dernière nuit, on dorme là-bas. Alors moi, j'étais déjà allée à Milan, notamment avec ma pote Lauriane il y a 2 ans, mais aussi quelques années avant, mais mon copain n'y était pas allé, donc finalement, c'était un peu l'occasion de jouer la guide touristique pendant quelques heures. Mais il faut savoir qu'on est arrivé aux alentours de midi et il y a un orage qui nous est tombé sur la tête pendant 2-3 heures, ce qui fait qu'on était un peu bloqué dans notre Airbnb parce qu'on pouvait pas faire grand chose. Donc finalement on a quand même pu sortir aux alentours de 15-16 heures et donc là je vais montrer les différents endroits que moi je connaissais à Milan qui restent quand même des endroits assez touristiques, on va pas se mentir. Donc on est allé sur la place du Duomo, je vais montrer la Galleria Vittorio Emanuele, on est parti dans le quartier de Brera et ensuite vers la fin d'après-midi, début de soirée, on est parti au niveau des Navigli pour prendre un verre, enfin prendre l'apéro et ensuite pour dîner. Ce qu'on ne savait pas aussi, enfin on s'était clairement pas renseigné parce que c'est pas du tout ce qui nous intéresse à la base, c'est qu'en fait on est arrivé à Milan en plein milieu de la Fashion Week, oui. Donc évidemment les rues étaient blindées, surtout au niveau des grands points touristiques, donc comme je disais la place du Duomo ou encore la Galleria Vittorio Emanuele. Il y avait quand même aussi un peu de monde au Navigli, mais j'ai pas trouvé que c'était si dérangeant que ça. Et donc voilà, on a fini sur une certaine expérience de Milan. Après voilà, ça reste Milan, moi c'est une ville que j'aime bien en Italie, mais c'est vrai que c'était tellement différent de ce que j'avais connu avant de Milan, enfin c'était drôle quoi. Donc ça c'était pour notre itinéraire pour ces 10 jours de voyage en train en Italie, et maintenant on va passer au logement. Pour le coup, pendant ce voyage, on a testé 2 types de logements exclusivement, c'est-à-dire les hôtels et les Airbnb. Et le seul endroit où on a logé dans un hôtel, c'était à Turin, et on a même fait 2 hôtels différents. Si on a fait 2 hôtels différents, c'est-à-dire un la première nuit et un deuxième pour genre les 2 autres nuits qu'on a passées sur place, c'était uniquement pour une question de disponibilité. Le premier hôtel dans lequel on a été, c'est le CX Belfiore, si je dis pas de bêtises. Tu sens que c'est vraiment genre un peu une usine à gaz, mais nous il n'y avait pas trop de monde quand on y était et il y a énormément d'équipements, de choses sur place. Ça fait à la fois hôtel mais ça fait aussi coworking, t'as une salle de sport, t'as un rooftop, enfin vraiment c'était très bien pour nous le temps qu'on y était. Et après on a logé dans un tout petit hôtel qui était d'ailleurs pas très loin. En fait pour moi c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus une guest house parce que c'est vraiment genre un particulier qui tient ça, enfin en l'occurrence une particulière, je sais pas si on le dit mais bref. 4-5 chambres à tout casser, donc c'était vraiment très bien équipé et je le recommande, ça s'appelle Theo House je crois. Pour moi ça tient plus de la guest house que vraiment de l'hôtel. Et pour le reste de notre voyage on a été qu'en Airbnb, donc à Florence on a eu un Airbnb quand même pendant 4 nuits, c'était un studio que j'ai montré d'ailleurs dans mon vlog de Florence, donc je te mettrai le lien dans l'écran et dans la barre d'infos si t'as envie d'aller voir le tour de ce Airbnb. C'était un studio qui était extrêmement bien placé parce qu'il était genre à littéralement 10 minutes à pied de la place du Duomo, donc si t'as vraiment envie de faire à pied le centre historique de Florence, tu peux venir dans ce Airbnb, y a pas de souci. On avait spécifiquement choisi celui-là parce qu'il y avait une machine à laver dedans et comme je l'ai expliqué dans la vidéo où je te montre tout ce que je mets dans mon sac à dos pour partir en Italie, on a partagé un sac à dos pour 2 pendant 10 jours, donc à un moment, fallait qu'on lave nos fringues. Mais mis à part ça, c'était un Airbnb qui était plutôt bien équipé. En tout cas, nous, il y avait tout ce qu'on voulait dans un Airbnb pour partir à Florence. C'est-à-dire un coin pour la nuit, une salle de bain, un coin cuisine et une machine à laver. Le seul point que je peux noter spécifiquement pour Florence, c'est que quand on a cherché un Airbnb avant de partir, donc on a réservé, je crois, au mois d'avril ou de mai pour partir quand même au mois de septembre, donc on s'y est quand même pris, je trouve, assez longtemps à l'avance, c'est que les prix étaient bien plus élevés que dans les autres villes. Donc si je dis pas de bêtises, je remettrai le montant exact dans l'écran, mais je crois que pour 4 nuits on a payé genre 450 €, quelque chose comme ça, enfin c'était vraiment plus cher que les Airbnb qu'on a vus dans d'autres villes. Après c'était le prix moyen des Airbnb pendant qu'on cherchait, donc on reste dans la moyenne en tout cas pour cette période de l'année, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi en fait je m'attendais juste à ce que ça soit
à peu près les mêmes prix que dans les autres villes qu'on a visitées, donc Turin, Bologne, Milan. Enfin en tout cas le souvenir que j'avais dit Milan, mais je vais en parler par la suite. Et en fait c'était un peu plus cher. Donc est-ce que c'était dû au fait que ça soit encore la saison touristique, même si c'était la fin de la saison touristique, ou que la Fashion Week approchait, même si on n'y avait pas du tout pensé? Je ne sais pas. Après à Bologne, on a aussi pris un Airbnb qui était tellement grand d'ailleurs, c'était censé être un studio, ce qui nous allait très bien, c'est ce qu'on avait réservé. En fait on était dans un appart, honnêtement, il devait faire 40 mètres carrés. On avait un vrai salon salle à manger, on avait une chambre énorme, on avait une cuisine séparée, on avait même genre un bureau qui était en mezzanine et une salle de bain enfin vraiment grande. On était situé à genre littéralement 5 minutes à pied de la gare de Bologne, donc quand on est arrivé c'était hyper pratique, et aussi quand on est reparti. Et on était à peu près 15 minutes à pied du centre historique, et franchement j'ai été hyper contente de ce Airbnb. Il faisait un petit peu plus vieillot en vrai que sur les photos, mais il était propre et fonctionnel, donc moi clairement c'est ce qui me va. Et enfin pour notre dernière nuit, on a dormi à Milan, et on a aussi pris un Airbnb, donc littéralement comme je disais, juste pour une nuit. Faut savoir que pour le coup, Milan, vu que c'était pas prévu qu'on y aille à la base, on a réservé notre Airbnb quand on a dû changer nos plans pour se rendre en Italie, et donc c'est-à-dire 3 semaines en avance. À la base on avait un Airbnb réservé à Turin pour la dernière nuit qu'on a dû annuler, et on a dû trouver un logement en dernière minute à Milan qu'on a trouvé juste à côté de la gare de Milano Centrale. Donc je pense que vu qu'on a réservé en dernière minute, le prix qu'on a payé, que je mettrai dans l'écran aussi parce que là je l'ai plus en tête, est quand même un peu plus cher que si tu t'y prends évidemment quelques semaines ou quelques mois en avance. Le Airbnb en question était très bien, il était très fonctionnel, il y avait même des trucs pour le petit déj, donc littéralement on n'a rien eu à acheter. L'autre Airbnb était super disponible, elle est venue nous donner les clés, elle nous a tout montré, donc c'est vraiment un Airbnb que je recommanderais. Par contre c'est pas un Airbnb que je conseillerais pour passer plusieurs jours et visiter Milan, tout simplement parce que c'est à côté de la gare de Milano Centrale et que le soir, j'ai trouvé que c'était pas génial. Si t'es juste de passage à Milan parce que le lendemain tu prends un train depuis la gare de Milano Centrale ou que tu dois prendre un shuttle pour te rendre à un des aéroports de Milan, honnêtement, vas-y, banco, aucun problème. Mais pour passer plusieurs jours pour visiter la ville, honnêtement, je pense que j'irais peut-être dans un autre quartier. Moi j'ai trouvé que le soir, enfin c'est pas que c'était mal famé ou quoi que ce soit quoi, enfin non plus, mais je sais pas, l'ambiance était un petit peu plus glauque que dans d'autres quartiers dans lesquels j'ai pu être à Milan. Je pense notamment au niveau de la Porta Garibaldi, c'est là où j'étais la dernière fois il y a 2 ans avec Lauriane, on était dans un hôtel B&B là-bas, et le quartier était certes aussi à côté d'une gare, mais moins glauque le soir. Maintenant que je t'ai parlé des logements, on va passer à la partie budget. Et pour cette vidéo, je vais t'exposer donc tout mon budget pour ce voyage de 10 jours en Italie, mais je vais t'en exposer même 2 des budgets. Je vais d'abord te parler de mon budget réel, c'est-à-dire littéralement ce que j'ai dépensé, donc tous les transports, les logements, les activités, tout ça. Et après, je vais te parler de mon budget si j'avais vraiment fait tout mon voyage en train depuis la France tel qu'il était prévu, parce que j'ai gardé de côté les prix en fait des trains que j'aurais dû prendre et que j'avais payé à l'époque. Donc comme ça, si tu prévois un jour de faire un voyage en Italie et que j'espère quand tu regarderas cette vidéo, la ligne de train entre la France et l'Italie sera réouverte, ça pourra peut-être te donner une idée du budget si tu veux faire un voyage similaire. Mais donc tout d'abord, je vais commencer par mon budget réel, c'est-à-dire ce que moi j'ai dépensé en partant donc en avion en Italie et après en me déplaçant uniquement sur place en train pour un voyage de 10 jours. Donc pour ce budget, pour un voyage de 10 jours en Italie pour 2 personnes, en termes de transport, on a dépensé 635,66 €. Pour les logements, on a dépensé 1133,74 €. Pour la nourriture et les boissons, donc dans notre cas en l'occurrence, ça a quand même été pas mal de restos, des apéros, de l'alcool, mais aussi quelques courses pour le petit déjeuner par exemple dans les Airbnb dans lesquels on était. On a dépensé 723,99 €. Pour les activités, on a dépensé 155 € tout rond. Et pour les frais divers, donc en général pour moi c'est l'achat et l'envoi de cartes postales, on a dépensé 4,50 €. Ce qui fait un total de 2652,89 € pour 2 personnes, soit 1326,45 € par personne. Mais donc si on ne compte que les dépenses sur place, c'est-à-dire sans compter le trajet aller-retour France-Italie, eh bien on en est à 103,16 € par jour et par personne. Honnêtement on va pas se mentir, c'est un beau budget, hein. Voilà. Je pense qu'il est quand même possible de faire moins, je suis même d'ailleurs persuadée qu'il est possible de faire moins. Je pense notamment sur la nourriture. Nous c'est clairement un poste de dépense sur lequel on s'est lâché, c'est d'ailleurs en général le poste de dépense sur lequel moi j'aime bien dépenser, tout simplement parce que j'aime bien tester de nouveaux restos, j'aime bien tester de nouvelles adresses. On a notamment pendant ce voyage aussi fêté l'anniversaire de mon copain, donc j'avais réservé un rooftop qui coûtait un petit peu bonbon, donc voilà. Donc sache qu'il est complètement possible de réduire ce budget, notamment au niveau de la nourriture. Je pense que si tu pars aussi à une autre période de l'année, tu peux également essayer de diminuer ce budget au niveau des logements. Comme je disais, moi je suis partie en saison touristique, même si c'était la fin de la saison touristique, et surtout
au moment de la Fashion Week. Et maintenant je vais te présenter le budget si j'avais vraiment voyagé uniquement en train depuis la France tel que c'était prévu. Donc si j'avais bien fait tous mes trajets en train tel que je l'avais imaginé, en termes de transport j'aurais dépensé 530,20 €. Donc ce qui change sur ce poste de dépense par rapport à mon budget réel, c'est que j'ai supprimé mon vol aller-retour Paris-Milan, mais aussi le shuttle de Milan jusqu'à la gare de Milan à l'aller, le train de Milan jusqu'à Turin, mais aussi le shuttle du centre de Milan jusqu'à l'aéroport pour le retour. Et si ça peut te donner un ordre d'idée, l'aller-retour Paris-Turin en train avec la compagnie Trenitalia coûtait 110 € par personne. Ensuite en termes de logement, j'aurais aussi dépensé un peu moins parce que j'étais pas censée dormir à Milan et j'aurais dû dormir à Turin la dernière nuit, et il y avait quand même une petite différence de prix sur les Airbnb. En l'occurrence, le Airbnb pour le dernier soir était moins cher à Turin qu'à Milan, donc si j'étais bien restée sur mon plan de base tel que j'aurais dû, j'aurais donc dépensé en termes de logement 1047,74 €. Et ensuite pour la nourriture et les boissons, on resterait je pense quand même sur le même budget, c'est-à-dire 723,99 €. Pareil pour les activités, je pense qu'on aurait quand même dépensé 155 €. Et pareil pour tout ce qui est divers, en l'occurrence 4,50 €. Pour ce budget uniquement en train tel qu'il était prévu à la base, on aurait donc dû dépenser 2461,43 €, soit 1230,72 €, enfin 715 centimes techniquement, par personne. Et si on ne compte que les dépenses sur place, c'est-à-dire que j'enlève de l'équation les trajets France-Italie et Italie-France, ça serait revenu à 96,07 € par jour et par personne pour ce voyage. Donc comme tu le vois, avec le budget uniquement en train tel qu'on aurait dû le faire, et bien ça nous serait revenu un petit peu moins cher, mais après il y a quand même des postes de dépenses qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire la nourriture et les boissons, je pense qu'on aurait quand même dépensé la même chose. Et il en est de même pour les logements, comme je l'ai dit, la Fashion Week on l'avait pas du tout anticipé. J'ai beaucoup parlé de Milan par rapport à la Fashion Week, mais en l'occurrence il y avait aussi des événements à Florence, j'ai pas pensé à le préciser. Mais donc je pense que ça a sûrement dû jouer aussi dans le prix des logements dans certaines autres villes qu'on a faites et pas juste Milan. Avant de passer aux réponses aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, je vais quand même te donner quelques conseils si toi aussi tu veux organiser ton voyage en train en Italie. Et si tu souhaites te déplacer en train en Italie, mon premier conseil ça va forcément être de télécharger l'application Trenitalia que j'ai trouvé super pratique, très facile d'utilisation. T'as tous tes boarding pass dessus, tu peux vraiment prendre en dernière minute si t'as envie un train comme moi j'ai fait à Pise. Et j'ai d'ailleurs trouvé qu'elle était bien plus facile d'utilisation que la dernière fois que j'ai eu à m'en servir, c'est-à-dire il y a 2 ans quand j'ai dû prendre le train entre Trieste et Venise et où on m'a jamais prévenu que mon train était annulé. Voilà. Alors que là, il y a certains trains où parfois on a eu quelques retards, j'ai toujours été prévenue, j'ai toujours eu une notice sur l'application. Très bien. Et pour mon deuxième conseil, toujours en termes de train d'ailleurs, mais plus spécifiquement pour Pise, il n'est pas nécessaire de prendre ton train de retour vers Florence en avance. Ne fais pas comme moi. Personnellement, comme j'avais déjà anticipé notre journée de visite à Pise, j'avais réservé notre train aller-retour de Florence jusqu'à Pise. Sauf qu'une fois sur place, on s'est rendu compte que j'avais prévu beaucoup trop d'heures dans la journée à consacrer à Pise et on s'est retrouvé à partir de 15 h ou 15 h 30 je crois, à attendre en fait que notre train passe à 17 h. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment d'être flexible sur ton retour. Littéralement il y a des trains qui vont de Pise jusqu'à Florence toutes les heures si ce n'est toutes les demi-heures à certaines périodes de la journée pour entre genre 9 et 11 €, quelque chose comme ça. Donc tu peux vraiment prendre ton train en dernière minute et ça te donnera beaucoup plus de flexibilité. Et mon dernier conseil, je pense que ça vaut pour n'importe quel voyage en Italie, pas juste les voyages en train, mais si tu veux économiser sur la nourriture, je te conseille vraiment de manger un peu plus sur le pouce le midi. Donc que ça soit par exemple en mangeant un panino ou en mangeant une part de pizza, il y a quand même beaucoup de restaurants ou en tout cas de petites, je vais pas dire de guinguettes parce que c'est pas des guinguettes, il y a quand même beaucoup de restos qui proposent ça, genre des panini ou des parts de pizza à emporter par exemple. Après tu vas te poser dans un parc, t'es tranquille. Ça coûte pour le coup vraiment moins cher parce qu'il faut aussi savoir que quand tu vas au restaurant en Italie, on va nécessairement te facturer le coperto, donc le couvert, et aussi l'eau plate, parce qu'on ne sert pas une carafe d'eau plate, ou en tout cas je n'ai jamais vu ça des voyages que j'ai pu faire en Italie, on ne sert pas une carafe d'eau plate à table dans un resto en Italie, ça sera forcément une bouteille d'eau plate minérale, donc une bouteille d'eau genre comme une bouteille d'Evian par exemple. Donc si tu veux économiser niveau nourriture, en tout cas sur le déjeuner, je te conseille vraiment de manger un peu plus sur le pouce et de te tourner vers tout ce qui est panini ou part de pizza à emporter par exemple. Tu verras, c'est tout aussi bon. Et donc je vais passer à la dernière partie de cette vidéo où je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à mon voyage en Italie ou plus spécifiquement sur certaines questions, mon voyage en train en Italie. Et donc la première question, c'est par rapport au fonctionnement d'affichage des trains en gare et surtout si c'est le même qu'en France. Pour le coup, oui, en tout cas de mon expérience. Littéralement, tu vas avoir un grand panneau avec le train qui est affiché et à côté la voie et il y a écrit s'il y a du retard par exemple de 5 ou 10 minutes ou s'il est à l'heure. Si t'as peur de t'emmêler un peu les pinceaux avec la langue, je te conseille de prendre Google Traduction et tu traduis les 3 mots qu'il y a écrit sur le panneau pour dire genre destination, retard,
ou plateforme par exemple, enfin quai, et tu vas voir ça va être très facile, mais vraiment pour moi le fonctionnement est le même. Alors on m'a aussi posé la question de mon plat préféré ou de mon dessert préféré pendant ce voyage. Alors pour le plat, il n'y a pas de débat, les lasagnes, ça claque. Franchement j'ai toujours adoré les lasagnes, mais alors les lasagnes en Italie, it slaps, oh j'adore. Et je pense que les meilleures lasagnes que j'ai mangées c'était à Bologne, donc c'est très risible parce que lasagne à la bolognaise, blablabla. Mais les meilleures lasagnes que j'ai mangées c'était à Bologne. Et pour mon dessert préféré, honnêtement je suis pas très dessert italien. Faut savoir que j'aime pas le tiramisu par exemple. Voilà. Et je suis pas très glace aussi d'habitude. Mais on a pris une glace dans un glacier artisanal à Florence une fois, j'ai pris une glace à la pistache. Oh là là, c'était si bon. Franchement, je dirais ouais, la glace à la pistache. Mais pas dans n'importe quel glacier, parce que les glaciers en Italie, il y en a plein. Mais il faut aller dans les glaciers où la glace ne fait pas une espèce de montagne qui sort du bac en inox, tu vois. Parce que ça, c'est pas gage de qualité. Il faut aller dans les glaciers où justement tu vois pas la glace parce qu'il y a un couvercle dessus, parce que c'est refermé. Ça garantit que la glace elle est bien au frais, et puis surtout, si la glace elle a une couleur extrêmement flashy, c'est que le goût n'est peut-être pas très naturel quoi. Par exemple la glace à la pistache, la couleur de la glace n'est pas censée être verte. C'est censé être genre beige marron, tu vois. Pour la troisième question, on me demande si c'est pas trop dur avec la langue et si on arrive à bien se faire comprendre en anglais. Alors perso, pendant ce voyage, j'ai toujours essayé de parler un minimum italien, sachant que je n'ai jamais pris un seul cours d'italien de toute ma vie. Vraiment, la seule leçon d'italien que j'ai prise de ma vie, ça a été de partir 4 jours à Rome avec Perrine au mois de juillet, parce que elle parle très bien italien quoi. Et en gros, je l'ai écoutée et j'ai essayé d'assimiler quelques mots et quelques phrases. Donc comme tu le vois, je n'ai vraiment jamais pris de cours d'italien de ma vie. Donc j'ai essayé d'apprendre quelques bases avec Perrine quand j'étais à Rome avec elle, pour pouvoir essayer de m'en sortir pendant qu'on était en Italie en septembre. Mais honnêtement, je pouvais pas communiquer. Enfin non, je ne sais pas je ne sais pas mener une conversation en italien, ce n'est pas possible. Mais le fait de savoir quelques mots en italien et aussi d'utiliser l'anglais a fait que j'ai eu aucun problème à me faire comprendre. Parce que si j'arrivais pas à me faire comprendre en italien avec le peu de mots que je connaissais, bah du coup l'anglais passait. Il y a quand même certains endroits où bah, la personne en face de moi parlait pas nécessairement bien anglais, moi je parlais pas nécessairement bien italien. Mais tu mélanges un peu les deux, et t'arrives toujours à te faire comprendre. Il y a même des endroits, je pense par exemple à Turin parce que c'est frontalier, où certaines personnes en fait parlaient français ou avaient quelques notions de français, donc à la fin tu te retrouves à faire un peu un micmac de français, anglais, italien, et tant que t'arrives à te faire comprendre à la fin, parfait tu vois. Après je dirais que de manière générale, non j'ai pas eu trop de difficultés à me faire comprendre en anglais. Après moi ce que j'ai toujours dit c'est pour Milan, donc c'était la 3e fois que j'y allais et j'ai toujours trouvé que c'était la ville la plus galère que moi j'ai visitée en Italie pour se faire comprendre en anglais. C'est pour ça que je conseille toujours, si tu ne parles pas la langue du pays, de télécharger le fichier de la langue du pays hors connexion sur Google Traduction, histoire de pouvoir traduire en dernière minute s'il y a un mot que t'arrives pas à donner ou t'arrives pas à te faire comprendre, et normalement tu devrais pas avoir de soucis en combinant l'anglais et Google Trad dans la langue du pays, donc en l'occurrence pour l'italien. Qu'as-tu pensé des trains en Italie? Est-ce que c'est vraiment différent de la France? Alors je te dirais que oui, c'est forcément différent de la France, parce que bah ça reste un autre pays et que c'est évidemment une autre compagnie de train, mais c'est pas si différent que ça. Genre quand t'achètes ton billet de train, littéralement le site de Trenitalia il est quand même très facile à comprendre, donc c'est pas trop différent je trouve de SNCF Connect. Tu vas retrouver aussi genre la première classe, la seconde classe qui s'appelle la classe standard et la classe business ou premium, quelque chose comme ça. Tu vas aussi retrouver un wagon bar, hein, comme dans les TGV. Donc je te dirais que de ce point de vue là, non il n'y a pas trop de différence. Mais il y a quand même une différence que j'ai notée, et c'est vraiment un détail, mais je l'ai quand même remarqué, c'est que quand tu réserves plusieurs places dans un train sur le site de Trenitalia, bah tu vas pas te retrouver l'un à côté de l'autre dans le train, tu vas te retrouver l'un en face de l'autre. En fait dans les trains que j'ai pris, donc qui sont les Frecciarossa, je pense que je le prononce super mal, mais en gros c'est l'équivalent des TGV de ce que j'ai compris, il y a beaucoup plus de carrés de 4 que de places doubles comme on a nous dans les TGV en France. C'est-à-dire que dans une voiture tu peux avoir que des carrés de 4, tu vois, et genre littéralement 0 place double. Et donc nous, vu qu'on avait réservé toutes nos places à 2 pour tous nos trajets, on pensait bêtement, naïvement, je ne sais pas, se retrouver à côté, donc parfois oui dans un carré, ou sinon juste à des places doubles comme il y a dans les TGV en France. Et en fait pas du tout, on s'est toujours retrouvés dans des carrés, mais toujours l'un en face de l'autre. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais bon, on a quand même fait plusieurs trajets, et chaque fois on était l'un en face de l'autre. Et pourtant on a pris nos billets en avance, donc je sais pas si c'est une coïncidence
ou si c'est la manière dont ils décident de placer les gens chez Trenitalia, mais voilà la différence que j'ai pu remarquer. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo sur l'organisation de mon voyage en Italie en train. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné toi aussi envie de partir en Italie en train. D'ailleurs, si t'as d'autres questions sur le fait d'organiser ton voyage en train en Italie ou sur les différentes villes que j'ai visitées pendant ce voyage, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai. Bien sûr, si t'as fait le même voyage que moi, que ton budget ou que ton expérience a été différente de la mienne, tu peux aussi me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!